Conclusion. Le sexe est la plus grande force magique de la nature. Une pulsion y agit, qui reflète le mystère de l'un. Même lorsque tout ou presque dans les relations entre hommes et femmes se dégrade en accouplements animaux, s'affadit ou se disperse dans un sentimentalisme mièvre et idéalisant, ou dans le régime domestiqué des unions conjugales socialement autorisées. La métaphysique du sexe subsiste jusque dans les cas où, à considérer la misérable humanité et la vulgarité d'innombrables amants d'incalculables races, masque et individuation sans nombre de l'homme absolu en quête de la femme absolue à travers une aventure échouant sans cesse dans le cercle de la génération animale, il est difficile de vaincre un sentiment de dégoût et de révolte, au point qu'on serait tenté d'accepter la théorie biologique et physique qui fait dériver la sexualité humaine de la vie des instincts et de la simple animalité. Pourtant, si quelques reflets d'une transcendance vécue se manifestent involontairement dans l'existence ordinaire, cela se produit grâce au sexe, et quand il s'agit de l'homme commun, seulement grâce au sexe. Dans cette optique, ceux qui vont plus loin, ce ne sont pas ceux qui s'adonnent à des spéculations, à des activités intellectuelles, sociales ou spirituelles, mais uniquement ceux qui s'élèvent jusqu'à une expérience héroïque ou ascétique. Pour l'humanité commune, seul le sexe procure, fût-ce dans le ravissement, le mirage ou l'obscur traumatisme d'un instant, des ouvertures au-delà des conditionnements de l'existence purement individuelle. C'est là le vrai fondement de l'importance, que nulle autre pulsion n'égale, que l'amour et le sexe ont eu et auront toujours dans l'existence humaine. Nous pouvons conclure par ces mots la présente étude. Nous sommes bien conscients de ces lacunes, spécialement pour ce qui concerne la phénoménologie de l'amour sexuel profane, normal et anormal, au sujet de laquelle seul un spécialiste correctement orienté, le psychiatre, le neurologiste, le gynécologue, aurait pu recueillir des matériaux plus riches pour corroborer ultérieurement de nombreuses choses qui, dans ces pages, ont été simplement esquissées. Malgré tout, nous estimons que l'objectif principal que nous nous étions fixé a été atteint. Donner l'impression d'un ensemble ayant des dimensions également métaphysiques et hyperphysiques, dans lequel tout ce qu'on connaît ordinairement sur l'amour et la sexualité doit être inséré dès lors qu'on en veut saisir l'aspect le plus profond. On l'a vu, pour parvenir à cela, nous avons dû pénétrer dans deux domaines inusités. Dans celui d'expérience liminale que beaucoup seront tentés d'exclure du cours sain et normal de toute expérience érotique, et dans le domaine des enseignements secrets, des mythes, des traditions cultuelles et rituelles appartenant à des cultures éloignées de nous, dans l'espace ou dans le temps. Seul cet ensemble nous a permis de réunir les éléments nécessaires pour expliquer la partie par le tout et pour tirer du supérieur la clé indispensable à la compréhension de l'inférieur. C'est pourquoi l'étude de ces deux domaines, du second spécialement, a pris dans l'économie de notre travail la place la plus importante. Nous nous y sommes engagés sans nous préoccuper de l'impression d'étrangeté, voire de bizarrerie et d'extravagance qu'en auront éventuellement retiré certains lecteurs. En réalité, au sujet de ce qui présente un caractère apparemment anormal, nous avons déjà dénoncé dans notre introduction l'erreur consistant à prendre pour normal ce qui figure dans le plus grand nombre de cas. Il faut en fait considérer comme normal, au sens rigoureux du terme, ce qui est typique, ce qui n'a rien à voir avec la quantité ou la plus grande fréquence, parce qu'en règle générale, on ne le rencontre que très rarement. Dans le même sens, un homme parfaitement sain, bien bâti, ayant tous les traits morphologiques du type idéal, est empiriquement une apparition exceptionnelle, mais n'est pas pour autant anormal. C'est précisément lui, au contraire, qui atteste la normalité. La même idée doit donc être appliquée à certains aspects de l'éros, de l'amour et de la sexualité, qui, même lorsqu'ils sont réputés possibles, semblent aujourd'hui aux yeux de la plupart des gens anormaux et exceptionnels, donc tels qu'il n'est pas nécessaire pratiquement d'en tenir compte. Mais de nouveau, d'un point de vue d'ordre supérieur, les critères peuvent être intervertis. La normale, le typique, est le normal.
Et le normal, ce qu'on rencontre ordinairement le plus, est l'anormal. Cette considération trouve une application particulière lorsqu'on compare les formes de sexualité aujourd'hui universellement répandues aux horizons différents que nous a ouvert l'étude d'autres époques et d'autres cultures. L'homme moderne a pris l'habitude de juger normal sa civilisation, donc aussi de juger normal l'ensemble des comportements qui la caractérisent le plus. Il n'a aucun doute sur le fait que toute autre culture et toute autre forme données dans le passé à l'existence doivent être mesurées à l'aune de ce qui lui est aujourd'hui familier. À l'égard du sexe également, tant qu'on se fera une idée tout à fait déformée et mutilée de ce qui est normal et réel, on restera prisonnier de cette singulière infatuation. En effet, comme dans tout domaine présentant un intérêt spirituel, dans celui de la sexualité de l'amour, ce que l'on met presque exclusivement en relief, de nos jours et à l'époque moderne en général, présente un caractère régressif. À cette moderne démonie du sexe dont nous avons parlé dans l'introduction, correspondent en général les formes d'une sensualité en voie de primitivation, affadie ou bien confinant à la névrose et à la corruption la plus banale. D'où le niveau de la littérature sexologique, érotique et cryptopornographique contemporaine, ainsi que de tant de livres qui se voudraient des ouvrages de vulgarisation et des guides de la vie sexuelle. Or ce changement et cet élargissement de perspectives auxquels nous avons voulu contribuer dans nos autres ouvrages consacrés à d'autres sujets ont également inspiré la présente étude, sous l'un de ses principaux aspects, à savoir le domaine de l'éros et de la sexualité. De même que le monde traditionnel et ce qui s'est conservé de lui jusqu'à des temps relativement récents dans des civilisations différentes de celles de l'Occident moderne, connaissait une image de l'homme infiniment plus complète que l'image moderne, car ne se limitant pas à la matérialité, à la psychologie et à la physiologie. De même, le sexe fut envisagé par ce monde dans son intégralité. Ses potentialités et ses contenus supérieurs furent étudiés et activés. Et l'on ne peut arriver à une compréhension effective, c'est-à-dire génétique, des formes même auxquelles s'est aujourd'hui réduite la sexualité, et en général, des formes accessibles à la grande majorité des types humains les moins différenciés, formes que nous pourrions appeler sans hésiter des sous-produits du sexe, que si l'on se réfère aux catégories, aux connaissances et aux expériences du monde traditionnel. Telles sont les perspectives qu'a voulu ouvrir cet essai, en se proposant simplement un élargissement du savoir. Donner l'impression que ce qu'on a l'habitude d'observer et de rencontrer, pratiquement sans exception autour de soi, au point que cela finit par apparaître normal et évident, n'épuise pas toute la question. Et faire comprendre que les théories sexologiques courantes, notamment celles influencées par le biologisme évolutionniste ou par les idées fixes psychanalytiques, n'effleurent même pas ce qui importe le plus. Si le fait de parler du métaphysique du sexe ne semblait plus au lecteur une extravagance, ce serait déjà beaucoup. En outre, quelques-unes des choses que nous avons affirmées pourront servir à certaines personnes plus qualifiées, plus différenciées, pour une clarification de leurs problèmes et expériences propres. Au sujet du domaine du sacrum sexuel et de tout ce qui a été examiné, spécialement dans le dernier chapitre, en fait d'enseignement secret, le lecteur se sera peut-être convaincu qu'un tel ordre de choses est possible, puisqu'attesté par des traditions souvent pluriséculaires et concordantes. Bien que nous ayons mentionné certains prolongements jusqu'à nos jours de ces traditions, faire plus qu'en prendre connaissance est exclu pour la quasi-totalité de nos contemporains. On peut peut-être en dire autant des domaines de frontières de l'éros profane lui-même, sur lesquels nous nous sommes souvent arrêtés. Désormais, l'homme est différent. L'atmosphère est différente. On ne peut pratiquement compter que sur des cas exceptionnels. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons dit au début, reprenant ainsi ce que nous avions écrit en d'autres circonstances et dans d'autres contextes sur l'intérêt qu'il y a à mettre en relief tel ou tel aspect de la conception non moderne de la vie et des comportements qui en dépendent, c'est déjà beaucoup que d'avoir le sens des distances, ne serait-ce que pour se rendre compte de l'état où l'on se trouve aujourd'hui.
Au sujet de la sexualité également, la redécouverte de sa signification première, la plus profonde, et l'utilisation de ses potentialités supérieures sont fonction de la réintégration éventuelle de l'homme moderne, de sa capacité de se relever et de sortir des bas-fonds psychiques et spirituels où il a été conduit par les mirages de sa civilisation matérielle. Car dans ces bas-fonds, c'est le sens même du fait d'être vraiment homme ou femme qui est destiné à s'effacer. Le sexe ne servira alors qu'à mener encore plus bas. Même en dehors de ce qui concerne les masses, le sexe, réduit à son contenu de simples sensations, ne sera qu'un calmant illusoire, sombre, désespéré pour l'angoisse et le dégoût existentiel de ceux qui ont emprunté une voie sans issue.